Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle conférence, pour un nouveau salon, table ronde. La cosmétique de demain nous emballera-t-elle? Alors pendant les quelques minutes qui nous sont imparties, un petit peu moins d'une heure je pense, on essaiera de répondre à la question. Quand je dis « on », c'est que je ne suis pas tout seul sur scène, vous le voyez. Déjà, je veux vous dire bienvenue au nom d'Industrie Cosmétique, journal que je représente, média que je représente. Et après, par ordre alphabétique, pour ne vous froisser personne, Pauline Grumel, fondatrice d'Unisop. Eh oui, ça démarre avec le G. Nicolas Gosse, moi. Donc on démarre vraiment avec le G. Pauline, fondatrice d'Unisop. Mathilde Guyader, responsable du service environnement de Cosmed. On passe au O après. Didier Onreta Bruno, président de My Retail Box pour les enseignes Day by Day, Mademoiselle Vrac. Et on termine. Fabrice Pelletier, designer, consultant, auteur d'ouvrages, 30 ans d'éco-conception au compteur. Alors je reviendrai sur la présentation détaillée de chacun. Donc la cosmétique de demain nous emballera-t-elle? Avant de parler de demain, moi j'ai voulu aller voir ce qui se passait avant, aller voir les racines, interroger nos racines. Donc j'ai ouvert le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey pour voir le cheminement de deux mots-clés, cosmétique et emballage. Alors, cosmétique, on le sait, ça vient du grec cosmétikos, qui là aussi est dérivé du cosmos, au sens d'ornement. Après, on arrive aux soins de la parure, l'art de la parure, de la toilette. On relève le mot cosmétique chez les médecins médiévaux du XVIe siècle, avec ce sens d'adjectif comme ornemental. Alors, au masculin, cosmétique est un produit pour embellir. Au féminin, la cosmétique, c'est la partie de l'hygiène qui traite de l'usage des cosmétiques. Là, la première entrée dans l'encyclopédie en 1754. Donc on est déjà au siècle des Lumières. Parure et raison vont ensemble. Si on s'attache maintenant au deuxième mot-clé qui est emballage, le dictionnaire nous demande de nous référer au mot balle. Et donc ce mot balle, c'est un paquet, surtout au XIIIe siècle, qui vient du francisque et du haut allemand. Un paquet de marchandises, en général enveloppé de toile pour le transport. Donc on est déjà sur l'idée de la protection et de déplacement. Emballer, c'est donc mettre en balle. Et l'emballage, qui fait son apparition au XVIe siècle, c'est le substantif de l'action d'emballer. Alors après ces définitions, quels enseignements on peut en tirer? On constate une origine lointaine pour les deux termes, un sens qui évolue peu depuis des siècles, un caractère aussi peu équivoque. Donc on manie ensemble la raison, la beauté, le voyage, dans des valeurs encore présentes aujourd'hui. On mélange, on emprunte à d'autres cultures, et donc cet ancrage profond peut nous permettre d'aller de l'avant. Alors pour aller de l'avant, connaissons nos racines, mélangeons nos points de vue, échangeons dans tous les domaines. Et donc pour répondre à la question « La cosmétique de demain nous emballera-t-elle ?», nous allons parler impact, contraintes, bonnes pratiques, gamme de produits, réalité sociétale, réalité économique. Et donc pour cela, voilà la présentation détaillée. Pauline Grumel. Avant de vous présenter, je vais poser la question que vous m'avez posée quand on a préparé. Quand vous allez à l'hôtel, qu'est-ce que vous faites de la savonnette que vous avez utilisée? Est-ce que vous la jetez, vous l'embarquez chez vous, vous l'abandonnez? Vous êtes parti du constat qu'il y a 51 millions de savons jetés en France chaque année. Et donc, vous proposez le recyclage et la distribution de ces savons. Vous avez un parcours d'entrepreneur jusqu'à la fondation d'Unisop en 2017. Vous cherchiez à donner du sens à votre activité professionnelle. Unisop aujourd'hui, 5 salariés, 400 hôtels partenaires en France, en Belgique, une ouverture aux Émirats Arabes Unis en 2023. Et donc, Unisop est une association sans but lucratif. Mathilde Guyader, responsable du service environnement de Cosmed. Donc Cosmed, l'association professionnelle des TPE, PME et ETI de la filière cosmétique, plus de 1000 entreprises représentées. Et vous accompagnez les entreprises dans leur transition environnementale. Vous avez une mission de conseil stratégique pour la réduction, le réemploi, le recyclage notamment. Et vous répondez à la question, quand je veux être dans une démarche environnementale vertueuse, comment je me lance? C'est vous qui apportez les réponses. Didier Onreta Bruno, donc vous avez fondé My Retail Box en 2013 pour développer le vrac et la consigne. Donc les enseignes Day by Day, Mademoiselle Vrac, où il y en a 60 dans toute la France.
Vous êtes également fondateur, administrateur de l'association de la filière, le réseau VRAC et Réemploi. Et dans le développement de la filière, vous avez remarqué que le chiffre d'affaires consacré à l'hygiène est plus important en vrac qu'en grande surface, et en valeur, même chose. Vous nous parlerez des tendances, mais aussi des contraintes liées au vrac. Enfin, Fabrice Pelletier, designer, consultant, auteur. Vous pourrez vous aussi nous parler des racines de l'éco-conception que vous avez connues dans votre enfance ou à l'école Estienne ou dans votre vie professionnelle. Vous accompagnez les marques dans cette démarche d'éco-conception. Vous êtes à l'origine de nombreuses réalisations dans ce thème. Vous nous en direz plus vous-même tout à l'heure. Pour entrer dans le vif du sujet, donc, on est en table ronde, donc je poserai des questions. Alors, on a un seul micro pour tout le monde, donc on se passera, ça sera peut-être un peu moins fluide qu'attendu. Je poserai des questions, on aura les réponses, mais surtout, préparez vos questions. On a envie de dialoguer avec vous. Quand je dis on, c'est Fabrice, Pauline, Mathilde ou Didier. Première question, peut-on encore aujourd'hui concevoir une cosmétique qui ne soit pas éco-responsable ? Qui a envie de se lancer ? Mathilde. Merci Nicolas. Peut-on, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que non, parce qu'il y a une attente du marché qui est sévère là maintenant, qui attend des produits cosmétiques qui ont un impact le plus limité possible sur l'environnement. Donc vos consommateurs sont en attente de moins d'impact, sont en attente d'engagement aussi de la part des entreprises. Et puis il y a aussi un état de fait qui est que les ressources ne sont plus illimitées. Les pollutions sont de plus en plus évidentes, donc dans le cadre de la santé des consommateurs, de la santé de la planète, il est nécessaire d'adresser ce sujet dans le cadre de la conception des produits cosmétiques. Pauline, vous voulez réagir ? En fait, moi, j'ai envie de parler tout de suite, de mettre les pieds dans le plat, de parler en fait des produits liquides versus les produits solides. C'est en fait d'actualité puisqu'il y a un projet de loi actuellement qui va être voté par le Parlement européen sur la suppression des produits cosmétiques donc avec à usage unique, donc moins de 100 millilitres et moins de 100 grammes, où il y a un amalgame qui est fait avec les savons solides. Donc voilà, nous on tient à alerter sur le fait que grâce aux cosmétiques solides, il peut y avoir zéro déchet. Il y a des hôtels qui sont passés au tout solide, shampoing, conditionneur, savon, gel douche. C'est des produits aujourd'hui que nous, on est capable de collecter et de recycler. Et à ce moment-là, l'hôtelier peut communiquer sur le fait qu'en fait, ils ont vraiment une démarche zéro déchet. Notamment, il y a des enseignes qui sont passées au tout liquide. Alors on dit oui, désolé, nous on n'a plus de savonnette. Pour être plus écologique, on est passé au distributeur de liquide. On leur dit c'est dommage, parce qu'en fait vous êtes moins écologique qu'avant. Ah oui, mais on remplit nos distributeurs. Ah oui, mais vous les remplissez avec quoi ? Avec des bonbonnes en plastique. Et souvent, où il n'y a pas de circuit de recyclage, de filière de recyclage pour ces plastiques. En plus, on transporte de l'eau. Une empreinte carbone qui est beaucoup plus élevée. Il faut savoir que dans les cosmétiques liquides, il y a quasiment 90% c'est de l'eau, alors qu'avec les cosmétiques solides, on a une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible. Donc nous, on sensibilise de plus en plus sur le solide versus liquide dans la mesure du possible. On comprend que dans les hôtels, souvent, ça soit plus, on va dire, pratique de mettre des distributeurs pour le shampoing, pour le gel douche. Mais nous, voilà, notre combat, c'est de pouvoir garder la savonnette, puisque en plus derrière, on a une action qui est solidaire, puisqu'on donne accès à l'hygiène aux plus démunis. Fabrice voulait intervenir. Ouais, je veux revenir à la question. Je suis d'accord avec vous, Pauline. Il n'y a pas de problème. La cosmétique, c'est beaucoup d'eau et un petit peu de poudre de perlimpinpin, mais beaucoup d'eau surtout, et il faut la limiter. Mais je voudrais revenir justement pour qu'on ne soit pas dans une allégation fausse. Il n'y a pas de produit éco-responsable et il n'y a pas d'emballage éco-responsable. Il s'agit d'une allégation
générique. Et en fait, c'est la démarche qui est éco-responsable. Les seules choses qui peuvent être éco-responsables, c'est vous, moi, les personnes ici. Mais un objet ne peut pas être éco-responsable. Et l'ADEME vient de sortir son guide sur les allégations environnementales. Donc je suis content que Pauline, en disant ça, elle n'a pas dit « moi j'ai des produits éco-responsables » parce que ces produits ne sont pas éco-responsables, c'est sa démarche qui l'est. Didier, peut-être une démarche éco-responsable, des produits éco-responsables. Oui, je souscris. Non, je souscris à ce que vient de dire Fabrice, on est assez souvent d'accord, donc ça tombe bien. Effectivement, c'est la démarche, en fait, c'est ce que nous faisons tous qui peut aller dans l'amélioration des choses et à tous les niveaux. On part d'un point zéro et c'est comment on fait avancer les choses de plus en plus vers plus de responsabilité et en gros plus de responsabilité. Moi, quand j'étais plus jeune, donc il y a très 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 longtemps, on parlait de durabilité. On est passé de la durabilité à la responsabilité avec un espèce de glissement sémantique qui n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Mais on est d'abord parlé on parlait de durabilité qui inclut un certain nombre de choses. Et c'est finalement là aussi qu'on peut revenir. C'est de dire, est-ce qu'on peut faire des choses qui, dans le temps, reviennent à cette notion de durée et de pérennité. Mathilde a parlé de problématiques de ressources. On a clairement devant nous une problématique de ressources de matières premières. C'est une surprise pour personne. Tous les grands verriers savent qu'à un horizon qui se rapproche dangereusement, le verre va manquer. Tout le monde en est à peu près convaincu. On ne sait pas très bien à quel moment va manquer le pétrole, mais il y a un moment, ça va venir. On commence à se rendre compte que les matières premières agricoles, ça commence à manquer aussi, donc ça va être une problématique. Donc quoi qu'on fasse, de toute façon, nous allons devoir réussir à maintenir un niveau d'usage de confort pour une population qui est a priori de plus en plus grande et qui, au plan mondial, a de plus en plus le besoin d'accès à un certain nombre de choses. On va devoir le maintenir à un certain niveau de volumétrie plafonné. Donc l'utilisation de la ressource, elle est plafonnée. Et c'est vrai aussi pour tout ce qui va être des emballages, puisque c'est un des sujets qu'on a abordé. On peut aborder le contenu des produits, mais en l'occurrence, on peut aborder le contenu des emballages. C'est une vraie problématique. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à l'un ou à l'autre, mais de dire on a un problème de ressources. En face de ce problème de ressources, on a un problème de pollution massive. On a un problème de pollution des environnements. Vous avez tous vu les images à foison dont on a été abreuvé, peut-être pas suffisamment d'ailleurs, puisque ça bouge pas assez vite, des impacts des emballages non traités dans l'environnement. Et je précise bien des emballages non traités, parce que l'emballage, c'est comme tout. À partir du moment où on s'en occupe et on lui donne une vie, on va avoir un problème qui est très largement réduit, voire inexistant, mais il faut en faire quelque chose. Donc on a tous vu cette problématique. Et puis on a un autre problème qui est derrière, qui est le problème d'évolution de la masse de CO2, donc l'impact climatique, enfin, ou de l'équivalent CO2, puisqu'on parle du CO2 comme le Graal, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup d'éléments chimiques qui vont être dosés en équivalent CO2, qui nous pose un autre problème, et qui est un problème d'évolution. Vous voyez le temps qu'il fait en ce moment, il y a un moment donné, il faut se poser 2-3 questions quand même. Si vous avez vu les chiffres de l'évolution de la température moyenne de la planète sur 2021, on est dans une anomalie qui explose sous les records, et qui était de l'ordre de l'imprévisible de cette durée, de cette intensité, et à ce moment de notre histoire. Donc là, il y a un problème. Et donc, si je reprends sur la vie des emballages notamment, on en arrive donc à une problématique de la fin de vie des emballages et du traitement quand ils sont par exemple valorisés. En gros, ça veut dire qu'ils sont cramés et que si on les crame, on dégage des saloperies. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, c'est plus qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, l'éco-responsabilité qu'on doit avoir, pour reboucler sur ce qui a été dit précédemment, c'est de se dire dès en amont, quand on va concevoir les produits, mais depuis leur identification d'existence, du besoin d'existence, la manière de concevoir le contenu, la manière de concevoir le contenant, il va falloir se poser la question de son devenir sur toute la chaîne de valeur, et pas jusqu'à sa mise en marché, jusqu'à ce qu'il soit dans la salle de bain ou dans le placard de nos consommateurs, parce que ça, c'est bien gentil, mais on ne traite que 10% du problème. Et il va falloir se poser la question de tout ce qui se passe après. Donc il y a eu tout un travail de fait sur la recyclabilité. C'est très bien, on en a vu les limites, on en voit l'insuffisance. Maintenant, avant la recyclabilité, il faut passer au stade au moins aussi important et qui devra prendre une place encore plus importante dans le cycle de vie. C'est d'abord le réemploi, puis en fin de vie, après multiples réemplois, une recyclabilité à 100%. Mais est-ce que c'est facile d'entrer dans une démarche d'éco-conception ? Alors, je voulais juste abonder dans ton sens. Et aussi, effectivement, le réemploi, c'est un levier d'éco-conception, sans oublier qu'avant le réemploi, vous avez le levier de la réduction, parce que votre emballage, il doit d'abord être réduit avant d'être réemployé. Et on ne doit pas, on ne doit pas se seul justifier du réemploi de l'emballage. Donc, est-ce que c'est facile de rentrer dans une démarche d'éco-conception ?
pas nécessairement. Pour autant, vous avez du coup besoin d'avoir un mapping de ce que vous faites, finalement un diagnostic de ce que vous faites à l'heure actuelle pour vous permettre d'identifier après les différents leviers d'éco-conception. D'abord un audit. Voilà, exactement. Là où on veut. Ouais, exactement, que vous pouvez vous auto-diagnostiquer, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que j'utilise, quelles sont les matières que j'utilise, les quantités aussi que j'utilise. On est parfois étonné des quantités que l'on est capable de mettre sur le marché. Donc c'est vraiment de faire un mapping de votre catalogue. Si on fait un focus sur l'éco-conception emballage, un mapping de votre catalogue d'emballage. Vous voulez réagir, Fabrice? Est-ce que c'est facile? Écoutez, c'est mon job. Donc, est-ce qu'il est facile? J'en sais rien. Est-ce que vos jobs sont faciles? Il n'y en a pas plus. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis là. Ernest Renan, pendant la Révolution industrielle, donc on n'était pas nés, c'était bien avant la durabilité, disait les hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un profond respect du passé. Donc, effectivement, avant de faire de l'éco-conception et de savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc, le d'où on vient n'est pas lié uniquement à l'emballage. Il est lié, parce que comme je le dis dans un titre d'un bouquin, l'emballage, ça ne sert à rien. Parce qu'on ne se fait pas le matin pour faire un emballage. On fait un emballage pour mettre un produit dedans. Pour le protéger. Et même le savon solide que j'utilise, je l'achète dans un emballage. Donc, il y en a... Oui, on peut l'avoir en vrac, mais pour venir de son endroit de production à son... ne serait-ce que pour une seule raison, c'est qu'en matière d'emballage, il y a ce qu'on appelle les exigences essentielles. Et il y en a 3 qui sont essentielles pour un produit en vrac comme pour n'importe quel produit. La première, c'est d'assurer la protection du produit entre le moment où on va l'utiliser et le moment où il sort de l'usine. La deuxième, c'est d'assurer la transportabilité du produit. J'ai jamais vu un produit arriver avec ses petites ailes ou ses petites jambes directement partir de l'usine et arriver dans ma salle de bain. Et la troisième aussi qui est essentielle, c'est de donner l'information, et je ne parle pas de faire de la communication, c'est-à-dire d'informer le consommateur. C'est à ça que ça sert un emballage. Et donc ça sert à ça dans un cycle de vie ou une chaîne de valeur qui part d'un endroit où on produit et qui se termine systématiquement dans une poubelle, fût-il réemployable. Parce que même l'emballage réemployable va finir dans une poubelle. Et donc, pour bien faire, et pour essayer de faire que la poubelle soit harmonieuse, qu'on utilise moins de matériaux, qu'on utilise moins de transport, à un moment, il faut avoir une analyse formelle des choses. Parce que si on n'a pas une analyse formelle des choses, on va gagner quelque chose à un endroit, et on va le perdre ailleurs. Énormément d'allègements d'emballage ont constitué à soit de la perte de produits, soit de faire de l'emballage de livraison, de l'emballage logistique supplémentaire. Donc il y a des méthodologies, il y a, ça se fait par méthodologie. Donc est-ce que c'est facile? Non, mais ça se fait, et ça se fait bien. Est-ce qu'on peut le faire tout seul? Alors, non. On ne peut pas le faire tout seul. Vous êtes en train de faire les promos de votre job. Hein. Ah non, je ne fais pas du tout la promo de mon job. On ne peut pas le faire tout seul pour une seule et unique raison. C'est que quand vous parlez d'emballage à un consommateur, ils ont à peu près tous la même réponse. Il y en a trop, il y en a pas, il y en a trop, sans compter les poubelles, il en faut moins, il faut même 0. Et quand tu dis, mais comment il faut 0? Mais ils disent aussi, ah oui, mais il faut qu'il soit facile à ouvrir, facile à refermer, facile à ranger, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que on a ce truc-là. Et quand vous allez dans une entreprise, alors je ne parle pas d'une petite entreprise où il n'y a que 2-3 personnes, mais quand vous allez dans une entreprise, par exemple de la cosmétique, et que vous interrogez le gars des achats, que vous interrogez l'industriel, que vous interrogez le marketing, que vous interrogez le logisticien, vous allez vous demander s'ils font le même job ou s'ils travaillent pour le même produit. Parce que vis-à-vis de l'emballage, ils ont des fois des avis diamétralement opposés. C'est-à-dire l'industriel, il veut que ça tourne bien
sur sa machine qu'il n'y ait pas d'arrêt, qu'il y ait de la productivité. L'acheteur, il veut qu'il n'y ait pas de rupture, déjà, qu'il puisse avoir toujours de l'emballage, parce que sans emballage, pas de chocolat. Hein, donc si tu n'as pas d'emballage, tu ne peux pas sortir le produit. Donc il veut qu'il n'y ait pas de rupture, il veut que ça soit pas cher. Le marketing veut que ça soit beau, etc. Donc il faut arriver à se mettre d'accord, et c'est un travail en meute. C'est un travail de groupe, l'éco-conception. C'est pas quelqu'un qui est le gourou de l'éco-conception qui vous dit qu'il faut que ça soit comme ça. Parce que, en plus, c'est tellement différent d'une entreprise à l'autre, à partir de sa stratégie RSE, à partir de l'endroit où il produit, que vous n'avez pas une solution. Vous avez une multitude de solutions qui ne sont pas meilleures les unes que les autres, elles sont moins pires. On va dire, voilà, vous avez des solutions, mais pas de solution idéale, parce que si elle existait, je peux vous dire que je l'aurais, et je mettrais un truc au milieu, un totem, et vous tourneriez autour et vous me l'achèteriez très cher. Non, alors j'ai posé la question de est-ce facile d'entreprendre une démarche d'éco-conception. Maintenant, la question d'après, c'est est-ce que c'est plus cher ? Non. Il y a un autre. Non, c'est pas. Dans éco-conception, il y a éco. Donc, il y a éco. L'éco-conception d'un emballage, ça doit à minima arriver aux mêmes fonctionnalités et fonctionnalités ISO, voire meilleures. Moi, je pratique de l'éco-conception systématiquement qui est meilleure. Si je prends par exemple l'éco-ancrage, l'éco-ancrage, c'est de faire des décors de la même qualité avec moins d'encre. Donc, c'est moins cher. In fine, l'éco-conception doit coûter un emballage plus léger, ça coûte moins cher. Simplement, ce qui est peut-être à pondérer, c'est que comme on est dans des systèmes nouveaux, on ne peut pas les comparer exactement à ce que vous avez avant, qui a été, parce que les emballages qu'on a aujourd'hui, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on les voit et qu'ils ont été améliorés. Il faut aussi se dire, quand on fait de l'éco-conception, quel est le potentiel de mon changement d'emballage. C'est-à-dire, est-ce que l'emballage que je vais changer aujourd'hui, qui n'est pas forcément meilleur, peut-être en CO2 ou meilleur en tout cas, il doit être recyclable et intégrer de la matière recyclée, mais il faut aussi juger son potentiel d'amélioration dans le temps. L'éco-conception n'est pas quelque chose de fini, c'est-à-dire on a terminé, c'est bon et on est bon. C'est quelque chose qui doit en avoir sous la godasse, comme on dit, à terme. Alors cette éco-conception justement, et Mathilde, vous aurez la parole sur ça, c'est une attente qui vient de qui ? Des pouvoirs publics, des consommateurs, des marques, d'autres choses. Pourquoi on se lance dans ces démarches d'éco-conception ? Pourquoi aujourd'hui, ici, on parle d'éco-conception ? Oui, si tu le permets, Nicolas, je voulais juste aussi rebondir sur est-ce que l'éco-conception c'est moins cher ? C'est sans doute un investissement. Plus cher ou moins cher. Bon, la réponse sera la même. C'est sans doute un investissement au départ, mais il faut savoir aussi que en fin de vie de votre emballage ou même à la mise sur le marché de l'emballage, vous avez une éco-contribution qui est liée à la mise sur le marché d'emballages qui sont générateurs de déchets dans de nombreux pays, dont en France avec la REP emballage ménager. Et avec des leviers d'éco-conception, vous pouvez aussi réduire vos éco-contributions. Donc financièrement, il y a aussi des leviers financiers. Encore une fois, il faut avoir une démarche, une vision globale. Voilà, une vision globale. Et peut-être que vous mettez au début en investissement pour mettre en place de l'éco-conception au sein de votre entreprise, vous le gagnerez en éco-contribuant moins pour la mise sur le marché de vos produits. Alors pourquoi on parle d'éco-conception aujourd'hui ? Pauline, peut-être vous voulez réagir, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu. Non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'emballage là, et c'est vrai que je redis, c'est là où c'est fantastique, c'est que les cosmétiques solides, on pourrait avoir 0 emballage. Il n'y a pas d'emballage dans vos savons. Eh bien, voilà, nous aujourd'hui, quand on redistribue nos savons, on les met en vrac dans un carton. Voilà, on fait des cartons de 50 savons et il n'y a pas d'emballage individuel. Mais parce que c'est parce que tu relivres à un, comment ça s'appelle, à un hôtel. À des associations, voilà. Mais si demain je veux vendre, et je loue complètement ta démarche, mais si demain je veux vendre dans un day by day, pourtant qui est quelqu'un qui fait du vrac, te dira qu'il est quand même obligé à un moment de stocker,
dans son dépôt. Ah non, mais je ne parle pas d'emballage individuel, je parle d'un emballage. La question était posée. Mais il faut un emballage. Donc on sait qu'aujourd'hui le vrac, et on en a parlé beaucoup avec Didier, on économise 70% d'emballage individuel. C'est en moyenne ce qu'on fait quand on va, c'est l'échelle. Donc il y a effectivement, il faut limiter l'emballage à usage unique individuel, mais on ne peut pas le faire sur tout type de produit. Sur les savons, j'en suis complètement d'accord. Il y a d'autres produits sur lesquels c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut pas. C'est pour ça qu'on prône. Il y a une tendance d'ailleurs. Mais je suis pour le sec, les dentifrices. Oui, forcément, voilà, il y a une tendance aujourd'hui même auprès des particuliers sur cette tendance au tout solide. Je veux dire, aujourd'hui, quand on peut se laver les cheveux avec un shampoing, un conditionneur, et puis qu'on peut se laver le corps avec un pain de savon, qu'on peut en plus emmener même quand on voyage, voilà, dans un petit étui, etc. C'est beaucoup moins lourd. Pour moi, il y a énormément d'avantages au solide. Voilà. Et en plus, on peut avoir des emballages qui ne sont pas des emballages plastiques. C'est des cartons, du papier, etc. Voilà. Mais c'est vrai que je comprends aussi qu'il y a des produits qui doivent être. Je crois qu'on est tout à fait d'accord et qu'on réduit drastiquement en fait l'emballage unique quand on est sur des produits solides. Voilà. Moi, ça m'intéresse dans la salle. Levez la main pour ceux qui sont déjà passés au quotidien aux cosmétiques solides. Les savons, les shampoings, les gels douche. Ouais, un petit peu moins de la moitié. Les dentifrices, vous êtes déjà passés aux pastilles? 2, ouais. Autre chose? Déodorant? Solide. Il y a d'autres... Il y a des crèmes, il y a des produits. Après, il y a des produits solides que j'en montre dans des bouquins que tu peux préparer chez toi. C'est-à-dire, tu peux acheter des formules solides que tu vas réhydrater chez toi, préparer. C'est pas plus que. D'ailleurs, je le fais pas tous les jours, parce que je suis bien loin de me raser tous les jours. Mais moi, ça fait des années que j'ai un blaireau avec un truc, et je peux vous dire, ça dure longtemps. C'est du dentifrice aussi. Il y a du dentifrice, on reconstitue le pot. Il y a plein de produits, parce que il y en a plein. Après, ce qu'il faut voir aussi dans la cosmétique, et je plaide coupable puisque vous avez dit 30 ans, mais c'est un petit peu plus vieux que ça. 32, non. Ok, tant mieux, mais je fais jeune. En fait, il y a aussi dans la cosmétique des produits dont l'emballage fait partie du rituel d'utilisation du produit, qui sont assez... je prends un exemple tout simple, par exemple la laque. Voilà, il y a des produits en aérosol qui ne savent pas exister autrement que par un produit qui te les diffuse. Alors ça peut être, c'est pas forcément une laque, ça peut être aussi un spray, etc. Donc il faut limiter. Je dis toujours, et je montre plein d'exemples, comme les exemples de Pauline, de ce qu'est cette cosmétique solide qui doit exister, mais il y a d'autres solutions de diminution, et il y a des produits où l'emballage fait totalement partie du rituel d'usage. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, avec des formules qui sont ultra fragiles, qu'il faut protéger, qui sont fragiles à l'air, qui sont fragiles à la lumière. N'oubliez pas que l'air et la lumière sont quand même les plus... sont extrêmement agressifs pour les produits, et que souvent, je dis, n'oubliez pas non plus aussi que le produit a souvent un impact 10 fois supérieur à l'emballage que vous utilisez avec. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir de la méthodologie, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de dogme. Il faut calculer en fonction de ce qu'on a à faire. Il faut se mettre sur la table et faire ce que j'appelle des roues de l'emballage, c'est-à-dire comprendre sur... Il y a à peu près 40 à 45 fonctionnalités d'un produit emballé, du moment où il sort de l'usine
au moment où on va le remettre à la poubelle. Et il faut essayer de voir si on a besoin de toutes ces fonctionnalités. Il faut lutter contre les surfonctionnalités, les fonctionnalités inutiles. Emballage inutile, c'est des fonctionnalités inutiles. Après, il faut savoir ce qu'on vend et ça peut être déshydraté avec moins d'emballage, mais on aura quand même toujours besoin d'emballage pour transporter les choses. Ouais. Pardon. Oui, pardon. Et je voulais effectivement rebondir sur ce que disait Fabrice. En fait, l'enjeu, c'est qu'il n'y a pas une solution fit all, mais ce qu'il faut savoir, c'est choisir la bonne solution qui vous permettra de garantir et la qualité et la sécurité et l'efficacité de la formule que vous mettez à disposition du client. Si on supprime l'emballage, est-ce qu'on supprime tout un secteur de l'activité française? Et est-ce que c'est néfaste si on résume d'une manière globale? D'abord, on ne supprime pas l'emballage. Il faut vraiment garder ça en tête. On ne supprimera pas l'emballage. Ça serait une absurdité. C'est conceptuellement inconcevable. Il faut oublier la notion de supprimer l'emballage. Fabrice a beaucoup utilisé le terme inutile. Il y a des emballages superflus. Et il y a des vies d'emballage parfois qui sont superflues. Le devenir de l'emballage parfois est superflu. Mais on ne supprimera pas l'emballage. Il ne pleut pas du savon, il ne pleut pas du gel douche, il ne pleut pas de la crème. Donc de toute façon, on ne le supprimera pas. Les fonctions qui ont déjà été abordées par les uns et les autres devront être maintenues à un moment donné. Par ailleurs, il y a aujourd'hui des termes légaux qui limite ce qu'on peut faire en vrac. Alors le vrac supprime, Fabrice l'a exprimé, nous on l'a mesuré très clairement et on en parle depuis longtemps, la volumétrie, la masse d'emballage qu'on peut supprimer dans l'état actuel du vrac, sachant qu'on n'a pas encore totalement abouti ce qu'on peut faire sur toute la chaîne de valeur. On est déjà pas mal avancé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et on arrive à peu près à 72% de réduction de la masse d'emballage. C'est déjà un bon truc. Vous nous aviez dit, sur le vrac, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc on va avoir 3 limites qui sont des limites assez cohérentes en fait au regard de ce qu'on a pu dire. D'abord, protection des consommateurs. Ça, c'est le point numéro 1. Il y a un moment donné, on ne peut pas mettre les gens en danger sous prétexte qu'on aurait voulu améliorer l'impact emballage ou l'impact de déchets. On ne va pas mettre les gens en danger, sinon la contre-production, elle devient immédiate. Là, quand même, faire mieux pour l'humanité en détruisant l'humanité, il faut quand même se poser la question de la référence circulaire. Là. Pour ceux qui font un peu d'Excel, il y a un truc qui ne marche pas. Donc faut amoindrir. Donc, faut pas mettre les gens en danger. Ensuite, il faut faire attention à ne pas gaspiller de produits. Ce qui a été évoqué par Fabrice est très juste. Il y a eu des études de l'ADEME 2018 ou 2019. J'ai plus les dates tout à fait en tête, mais c'est assez récent, qui démontrait bien que si on allait vers plus de gaspillage, évidemment l'impact global, à ce moment-là, l'ACV devenait absolument lamentable du produit qui avait été vendu sans emballage protecteur, parce qu'on arrivait l'analyse du cycle de vie, où on avait des impacts globaux qui étaient beaucoup plus importants sur les différentes dimensions qu'on a abordées. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui trois approches où on dit maintenant on a bien identifié, en tout cas dans l'état actuel des connaissances, des technologies, des matériaux, la limite de ce qu'on peut faire sans emballage superflu. Enfin superflu, il ne faut pas qu'il soit superflu, mais en tout cas sans emballage individuel. Il y a des limites légales. Il y a eu un décret qui est paru le 30 août qui fixe un certain nombre de produits qu'on ne peut pas vendre dans les conditions du vrac. Et je rappelle les conditions du vrac, c'est-à-dire sans emballage individuel non apporté par le consommateur. On ne peut pas aujourd'hui faire un certain nombre de produits qui ne résistent pas aux conditions de mise en vente, même si légalement c'est possible, ça ne résiste pas. Essayez de mettre aujourd'hui un seau de 5 kg de compote ouvert dans un magasin à température ambiante et à l'air libre, et vous verrez combien de kilos vous allez en jeter dans les 48 heures. Ou alors combien de personnes vous allez tuer, il faut voir, c'est selon, vous déciderez de ce que vous en faites. Donc il faut faire vachement attention. Et puis il y a une problématique aussi d'acceptation des consommateurs. Fabrice a parlé d'emballage associé parfois à l'usage même du produit. Mais même dans la nature des produits, il y a des problèmes d'acceptation des consommateurs. Nous, on l'a beaucoup vu sur l'alimentaire avec des produits comme la bière, où la bière est un produit qu'on sait parfaitement faire en vrac, dans des très très bonnes conditions de service, de conservation, de qualité, mais que les gens ne veulent pas acheter en vrac parce qu'une fois qu'il est tiré, mis dans leur bouteille individuelle, il faut la consommer dans les 3 jours.
Or, quand vous achetez une bière, rappelez-vous la dernière fois que vous avez acheté des bières au supermarché, combien de temps vous les avez conservées? Certainement beaucoup plus de 3 jours pour la plupart, sauf si vous saviez une soirée bière foot avec des potes. Mais en dehors de ces circonstances-là, c'était pour conserver plus longtemps. Donc dans votre tête, c'est très clair, vous ne le consommerez pas dans les 3 jours, donc vous ne l'achèterez pas dans des conditions qui vous forcent à le consommer dans les 3 jours. Et ça, on peut multiplier l'exemple à l'infini. Et dans la cosmétique, c'est particulièrement vrai sur un certain nombre de produits. Et je pense à tout un tas de crèmes, par exemple, ou de baumes. Donc c'est pour ça qu'il y a des limites. Maintenant, et je reviens au sujet de tout à l'heure, et si on reprend le cycle, oui, réduire la quantité, la démarche de sobriété, on doit tous l'engager à tous les niveaux. Ça fera du bien, ne serait-ce qu'au porte-monnaie, c'est pas plus mal. Et vu le contexte, a priori, c'est pas inutile. Et après, la deuxième phase, c'est de dire cet emballage, il doit être au maximum, que ce soit sur l'amont de la filière ou que ce soit sur l'aval auprès du consommateur, rentrer maintenant dans des cycles qu'il faut accélérer, qui sont des cycles de réemploi, le plus possible. Et puis quand on arrive à la limite de réemploi, parce qu'à un moment donné, il ne peut plus être réemployé, parce qu'il est dégradé dans des conditions qui ne permettent plus d'assurer ses fonctions normalement, à partir de ce moment-là, on doit rentrer dans un cycle de recyclage. Oui, nous avions ce matin les deuxièmes assises du réemploi juste en face, voilà, qui était et on va vers dans le réemploi. Et je voudrais aussi insister sur une chose. Bon, c'est sur l'emballage. Mon job, c'est l'emballage, donc on va parler de l'emballage. Mais en cosmétique, souvent, je m'excuse, mais je suis plus inquiet par ce qu'il y a à l'intérieur de l'emballage que l'emballage lui-même. Je vais vous donner un exemple, la crème solaire, puisque tu parlais de crème. Bon, globalement, si mon consommateur n'est pas un goré, l'emballage en plastique qui contient la crème, normalement, il va me l'amener au recyclage. Ou si mon emballage, s'il est encore plus responsable, le consommateur, mais pas l'emballage, il utilisera peut-être un emballage réemployable qu'il ira faire remplir, etc. Mais les microplastiques et les trucs qui sont à l'intérieur de la formule, ils sont largement aussi dommageables pour les océans que l'emballage qui peut être géré. Donc l'emballage, c'est quand même globalement assez facile à gérer. Donc c'est pour ça que on parle de démarche responsable sur l'emballage et sur ce qu'on met à l'emballage, et qui rebouclera sur ce que dit aussi Pauline, parce que je suis d'accord avec elle, c'est que n'oubliez jamais une chose, que ce n'est pas vous qui choisissez l'emballage que vous mettez, c'est souvent le produit qui l'impose. Si vous mettez de l'eau, vous mettrez du plastique ou du verre. Si vous n'en mettez pas, vous mettrez du carton. Si vous ne faites pas de produit, vous ne ferez pas d'emballage. Vous n'allez pas vendre des emballages vides de savon. Je pense que ça ne marchera pas. Ou alors il faudra un sacré marketing. Je vais poser peut-être encore une ou deux questions avant de vous laisser la parole. Donc préparez bien les questions que vous voulez présenter, poser à l'assistance. On a quand même là beaucoup parlé des contraintes et de tout ce qu'il fallait mettre en place et transformer. Mais est-ce que cette démarche d'éco-conception peut être joyeuse? Est-ce que ça peut être beau? Qui veut répondre? Pauline, peut-être? Il y a un micro... Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur l'éco-conception, dans le sens où nous, on récupère des déchets. Donc, c'est des savons qui ont été utilisés par des clients des hôtels, qui peuvent pas être utilisés pour le client d'après. Et donc, nous, on vient en fait apporter une solution à une problématique qui était le gaspillage de ces savons. On vient lui donner une seconde vie en les transformant en nouveaux pains de savon qu'on va donner à des personnes dans le besoin, qui sont en France. Et du coup, j'en profite en même temps parce que on est devant des personnes qui sont, vous êtes dans l'industrie cosmétique, vous êtes peut-être des marques même cosmétiques. Et nous, on aimerait avoir de plus en plus d'impact. Aujourd'hui, on a distribué 50 000 pains de savon en France. Il y a 3 millions de personnes en France qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits d'hygiène. C'est des produits qui coûtent cher. C'est des produits auxquels on ne pense pas forcément à donner aux associations. Et aujourd'hui, on voudrait avoir encore plus d'impact, et on a commencé à réaliser des kits d'hygiène en partenariat avec des marques cosmétiques. On a besoin de shampoings, de dentifrice, de brosses à dents, etc. Donc si vous avez envie de nous accompagner justement sur ce sujet, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous par la suite. Le message est passé. Alors l'éco-conception joyeuse,
Oui, j'y crois complètement. J'y crois complètement. Alors, les solutions, elles sont en cours de construction. Les solutions n'existent pas toutes prêtes pour la mise en place de vrac, pour la mise en place de consignes, pour la mise en place de recharge et ainsi favoriser le réemploi de vos emballages. On a vu dernièrement des consortiums d'entreprises qui se sont montés, donc des concurrents qui ont adressé ensemble ces sujets. Et ça, je pense que c'est une belle démarche aussi de la filière pour trouver ensemble les solutions. Sachez que vous pouvez aussi vous réunir et faire ensemble de l'éco-conception. Donc une note d'espoir, la joie. Avec moi, c'est pas fun. Hein. D'abord, il faut s'habiller avec de la toile de jute qui gratte, pas se laver 15 jours avant. Sinon, je vois pas l'intérêt de le faire. On bouffe pas aussi, il faut pas manger. Non, franchement... Pardon ? Les restes, oui, mais c'est un peu le réemploi. Non, mais bien sûr, dans l'éco-conception, il y a conception. C'est juste de remettre quelque chose dans la manière dont on conçoit les choses. Et concevoir, ça fait longtemps que je le fais. Et franchement, c'est fun. C'est un peu stressant, mais c'est fun. Et c'est juste de rajouter, de mesurer les impacts de ce que l'on fait. Je prends encore l'idée de l'éco-ancrage, c'est-à-dire que tous vos emballages sont imprimés en des choses. Pendant des années, on a créé, et moi le premier, des emballages, et notamment pour la cosmétique, on mettait, le blanc, il n'en fallait surtout pas, parce qu'il faut de la couleur, du pelliculage, etc. Et finalement, on peut faire aussi bien avec beaucoup moins. C'est pas plus triste, c'est pas plus... c'est juste de mesurer l'impact de ce que l'on fait et de se dire que ça ne s'arrête pas à vendre le produit, mais ça s'arrête à redonner une nouvelle vie. Alors une nouvelle vie soit via le recyclage, soit via le réemploi à un emballage ou, Pauline va plus loin, à un objet. Donc je n'ai pas l'impression qu'elle a l'air triste, moi non plus. En tout cas, notre démarche chez Unisop, elle est très joyeuse. Les femmes de chambre adorent faire la collecte et c'est vrai que c'est plus pas dans le produit, mais c'est dans la démarche que c'est joyeux, quoi, en tout cas. Oui, et c'est pour ça que les emballages, par exemple réemployables, je leur ai mis un R avec un cœur à l'intérieur, parce qu'en fait, tout ça, c'est juste des gestes qui viennent du cœur, quoi. On fait ça parce que c'est quand même mieux de faire les trucs sans saloper la planète qu'en la salopant, quand même. Je trouve que c'est plus fun, en tout cas. Didier, vous avez le sourire depuis le début. Donc la joie, l'éco-conception. D'abord, on n'a pas le choix. Je pense qu'il faut se souvenir de ça. Le premier point, c'est qu'on n'a pas le choix. Je pense que tout le monde doit être conscient qu'on est en train de vivre. Évidemment, ça se traduit par des tas de mots, des tas de concepts qui évoluent tout le temps. Mais sur le plan global, on est en train de vivre une révolution économique et sociale qui dépasse largement les frontières de notre territoire, qui est comparable à ce qui s'est passé il y a 200 ans. Vraiment comparable. Tout ce que le monde occidental a vécu depuis la fin du XVIIIe siècle et les accélérations successives qu'il y a eu par les bouffées d'énergie successives sont de toute façon des transformations qui sont du même ordre que celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc on a face à nous de toute façon une transformation assez globale, assez forte, assez rapide et à laquelle nous ne pourrons pas échapper. Et donc, il y a deux manières de vivre cette transformation. Soit on l'accompagne joyeusement en entraînant tout le monde, en essayant de faire en sorte d'être dans une dynamique, une collaboration, un mouvement général qui continue à faire de nos vies des choses confortables, engageantes, intéressantes, de partage, de moments de joie, de tout ce qu'on peut avoir de désirabilité au quotidien. Soit on va se prendre un mur. Et de toute façon, on le subira. Donc, de toute façon, nous, ce n'est plus... Aujourd'hui, je ne veux pas jouer les Cassandres, surtout pas. Ce n'est pas une question de choix. C'est pas une question de choix. C'est comme dans les systèmes d'information avec l'intelligence artificielle, qu'on veuille pas, ça arrive. Et ça arrive à vitesse accélérée. Donc, quelle meilleure solution que de le faire positivement, que de le faire en prenant les rênes, que de le faire en le partageant, que de le faire en essayant d'entraîner les autres. N'importe qui fait du marketing, c'est bien qu'à un moment donné, on ne va pas entraîner les gens à acheter des produits en leur crachant dessus. Ça ne va pas fonctionner. Donc il faut de toute façon prendre une démarche qui est positive dans l'ensemble de ce qu'on fait, parce que ceux qui résisteront, faut être assez clair,
de toutes les entreprises qu'on peut rencontrer aujourd'hui, et même dans les grandes boîtes, les grands patrons commencent à s'en rendre compte, simplement ils sont rentrés dans un système de court terme de valorisation qui les bloque un tout petit peu, mais tous ceux qui résisteront vont mourir. Pas physiquement, j'entends, mais les organisations économiques qui vont résister à cette transformation vont mourir. Donc autant le prendre en charge, et le prendre en charge avec bonheur, avec joie et avec envie de faire des choses. Allez, on va prendre un peu de temps pour répondre aux questions de la salle. Donc, je vais laisser le micro à Phil ici et je vais poser la question. Si vous voulez vous lever, vous présenter et poser la question. Merci. Bonjour, Marie-Pierre Dulot, la société Naos. Donc moi, j'avais une question pour Pauline. Donc je suis vraiment admirative de votre projet. En revanche, je me demande comment vous avez pu le concrétiser par rapport à la réglementation qui est en place aujourd'hui et qui nous impose de déclarer les compositions de nos formules. Donc voilà, parce qu'en effet, il faut tous y aller, on est bien d'accord, sans que ça soit au détriment de la santé du consommateur. Mais bon, la santé de la planète rejoint la santé du consommateur, bien entendu. Là, c'est vrai que vous êtes dans un domaine d'hygiène rincée, qui est un domaine où on prend nettement moins de risques, peut-être pour la santé du consommateur. Malgré tout, la réglementation est en place, nous impose de déclarer la composition des ingrédients, nous impose de faire des évaluations de tox sur chacun des ingrédients. Oui. Donc voilà, je me demande comment vous avez pu faire. Et juste un petit aparté sur les solutions que vous proposiez de pastilles à diluer avec de l'eau. La question se pose par rapport à la sécurité microbienne des produits. Parce que lorsqu'on est en France ou en Europe, on a la chance d'avoir des eaux qui sont relativement potables et conformes. Et lorsque vous exportez vos idées à l'étranger, en Inde ou en Asie, ça peut poser un véritable problème au niveau microbien. Donc encore une fois, c'est des super idées innovantes, mais je pense qu'il faut aussi prendre le temps de les mettre sur le marché, se poser toutes les questions pour garantir la santé quand même du consommateur et pour étudier quand même pas mal d'idées et de produits qui sont sur le marché. Parfois, les entreprises qui lancent ce genre d'innovation ne se posent pas toutes les bonnes questions malgré tout. Voilà. Merci d'avoir posé cette question. Je vous remercie vraiment parce que je n'ai pas pu aborder cette thématique. Quand j'ai créé l'association en 2017, j'avais aucune idée de la réglementation cosmétique européenne. Et heureusement, car sinon, je ne me serais pas lancée, je vous le dis franchement. Aujourd'hui, c'est un sacré challenge parce qu'on travaille en fait avec des personnes en situation de handicap au sein d'un ESAT. Donc, ce sont nos machines qu'on leur a mis à disposition avec tout notre process. Et c'est un challenge parce qu'on remonte auprès de chaque fabricant pour chaque référence de savon, pour monter un DIP, pour faire tous les tests, que ça soit un produit qui soit donné ou vendu, de toute manière, la réglementation est la même. Donc, on a plusieurs centaines de références. Donc, en tant qu'association à but non lucratif, pour nous, c'est très, très contraignant. Et on le fait dans les règles de l'art. Et on a une haute exigence. Et voilà, je suis fière de le revendiquer. Mais pour nous, c'est un sacré challenge parce qu'on est obligé de se mettre en contact avec chaque fournisseur, chaque fabricant, de remonter en fait toute la traçabilité des produits. C'est pour ça qu'on recycle référence par référence. On ne mélange pas les savons entre eux. Voilà, je tiens à le dire. On a des étiquettes sur nos cartons. On fait vraiment ça dans les règles de l'art. On pourrait même vendre nos produits puisque voilà, on est soumis à la réglementation cosmétique européenne qui est une des plus strictes au monde, parce qu'on a aussi des acteurs aux États-Unis qui font ça, mais qui n'ont pas du tout la même réglementation. Alors moi, quand j'avais vu à l'époque qu'ils faisaient ça, je me suis dit, ah super, ça a l'air d'être facile de recycler du savon, mais j'avais oublié qu'on était en Europe et que la réglementation n'était pas la même. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour nous, la sécurité du consommateur, que ce soit des personnes dans le besoin ou que ce soit tout type de personnes, c'est la même pour nous et on a la même exigence. Donc voilà, merci d'avoir posé cette question, parce qu'on relève un sacré challenge. Sur la qualité de l'eau, je veux répondre à la dame. Oui, vous avez totalement raison. C'est un problème qu'on donne souvent. Il n'empêche que
vous prenez les produits jus ou Renwood ou même le lancement de Nivea avec ses éco-refils qui le font. Et Nivea n'est pas une petite entreprise qui a lancé ça en Angleterre et en France. Après, j'ai envie de vous retourner la question. C'est effectivement un problème de consommateur avec la qualité de l'eau. Vous avez des enfants, madame ? Ils boivent du sirop ? Quelle est l'eau que vous mettez à l'intérieur de ce sirop ? Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ah oui, mais dans d'autres pays, je suis complètement d'accord. Ah, ben oui, mais c'est... Oui, mais il peut être aussi bu le long de la journée, comme le thé, etc. Donc, il faut faire aussi attention. Dans ce cas-là, on ne fera aucun produit en vrac et on ne fera aucun système parce que dans un day by day, c'est la responsabilité du consommateur de passer de la trémie de temps, pas que des day by day, pas forcément, mais dans certains cas, on a ça. Et effectivement, il y a peut-être un problème de responsabilité à un moment de qui fait quoi. Parce que vous vendez des produits emballés. Dans le vrac, c'est souvent le client qui va transvaser. Mais bon, est-ce qu'on ne surprotège pas ? Et est-ce que c'est pas aussi des fois une question de formule, de qualité de formule ? Peut-être pour compléter en 2 mots, Madame posait la question aussi des pays étrangers qui n'ont pas la chance d'avoir une eau qui est de la qualité de la nôtre. Et effectivement, il est important, quand on met un produit sur le marché, de se poser la question des conditions dans lesquelles il va être utilisé. Donc il y a tout un tas de produits qu'on commercialise aujourd'hui en France qui ne pourraient pas être commercialisés dans certains pays. Ça serait profondément criminel, même de les mettre sur les marchés dans ces pays-là. Évidemment que ce qui va être proposé est un ensemble au regard de l'infrastructure, au regard du moment où ils en sont de la sanitation de l'eau, au moment où ils en sont même des regards du ramassage des déchets, où ils en sont de la médecine. Enfin, chaque pays a ses spécificités. C'est des choses qu'on connaît bien. Des questions qu'on se pose aujourd'hui, parfois dans le cosmétique, qu'on connaît bien dans l'alimentaire. Qu'on connaît très très bien dans l'alimentaire, puisqu'on a aussi dans l'alimentaire la nécessité sur un certain nombre de produits. Vous pourriez en parler avec les gens de chez Bell, par exemple, c'est très intéressant, où ils ne commercialisent pas sur les fromages. La vache qui rit n'a pas la même formulation dans tous les pays du monde, parce qu'il y a des pays typiquement où on leur a demandé de faire un apport de vitamines ou de protéines supplémentaires, eu égard à la manière dont les populations sont en situation de se nourrir dans ces pays-là. Donc c'est vraiment des problématiques courantes. Donc quand on met un produit sur le marché, en général, si on est un acteur responsable, puisque c'est le terme qu'on a employé tout à l'heure, évidemment qu'il faut se poser la question de la manière dont il va être utilisé. Derrière, pour ce qui concerne la France ou les territoires qui sont autour, qui sont quand même, pour l'instant, plutôt bien protégés de ce point de vue-là, la question se pose de la responsabilité du consommateur. Et la loi là-dessus est très très claire. Il y a un équilibre entre les deux. Et il y a une inversion probablement une inversion. En tout cas, il y a une tempérance relative de la conception de la responsabilité entre les metteurs en marché et les consommateurs qui s'est installée peu à peu, et notamment avec la loi AGEC et la notion de consommateur responsable, qui a été une vraie évolution. Le consommateur responsable n'est pas celui qui réduit ses impacts dans l'esprit de la loi. Le consommateur responsable est celui qui prend une part de la responsabilité de sa consommation. Et typiquement, dans nos métiers de vrac, et ce sont des choses qu'on établit très clairement avec les autorités, on partage la responsabilité. Si je prends la cosmétique, pour les produits pour lesquels il peut remplir son flacon dans certaines conditions. Pas n'importe quel flacon dans pas n'importe quelle condition. Mais pour ce type de produit, nous avons ne serait-ce que l'obligation d'afficher à minima un protocole complet de nettoyage chez lui, dans lequel il devra, ou en tout cas il sera informé de la manière dont, s'il ne veut pas prendre un risque inutile, et il devra nettoyer, certes de manière simple, mais en respectant le protocole, nettoyer son flacon avant re-remplissage. Donc on a ce schéma-là, et c'est dans ces conditions et dans ces conditions seulement qu'on peut partager la responsabilité. Et c'est une vraie évolution. On a le même sujet sur la partie alimentaire. Il y a une vraie évolution. Si on veut réussir cette transformation globale et la réussir de manière positive, entraînante, comme on l'exprimait tout à l'heure, et où finalement nous ne devenons pas tous des allumeurs de réverbères, mais nous devenons tous des acteurs de l'avenir, il est nécessaire de redéfinir le champ du partage de la responsabilité, parce que ça fait
une cinquantaine d'années qu'on a pris le chemin inverse de déresponsabilisation complète du consommateur. Cette déresponsabilisation complète, on en a vu les limites, on en voit les limites dans les comportements, mais on ne va pas rentrer dans les comportements sociopolitiques, mais ne serait-ce que dans la consommation, on en voit les limites aujourd'hui avec la surconsommation, avec l'explosion des maladies, avec la perte de savoir transformé, donc comme tout le monde ne peut qu'en constater les limites, il faut peu à peu retrouver le chemin d'un partage raisonnable. Nous étions dans un excès inverse probablement au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Personne n'était responsable de rien. Et si je prends sur alors il y avait ces dimensions probablement dans l'usage de la cosmétique, mais l'hygiène n'en était pas tout à fait au même point qu'aujourd'hui, pas dans les mêmes préoccupations en tout cas. On peut se renvoyer aux campagnes qu'il y a eu dans les années 50 pour que les gens se lavent de manière plus régulière, par exemple. Il y a eu des grandes campagnes de communication. Donc on voit qu'on n'en était pas là. Mais sur le plan alimentaire, on avait 17 000 morts par an par intoxication alimentaire il y a une quarantaine d'années dans ce pays, pour une population de 45 millions de personnes. Et on a aujourd'hui 300 morts par an par intoxication alimentaire. C'est 300 de trop, mais c'est 300 morts par an par intoxication alimentaire parce qu'on a pris des dispositions différentes, et y compris ces dispositions au travers de l'emballage. Donc on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain aujourd'hui et faire totalement machine arrière et repartir dans du grand n'importe quoi. On doit avoir cette notion de responsabilité à tout niveau, à tous les étages et sur tous les territoires. Merci Didier. Et Pauline. Et Fabrice. Une autre question de la salle. Allez-y, lancez-vous. Non, déjà ? Ah. Tout au fond. Bonjour, alors je suis fabricant de packaging, donc désolé. Moi, je me pose toujours la question, bien sûr, il y a la recyclabilité, mais la définition du déchet. Est-ce qu'un jour, on ne peut pas changer la définition du déchet qui n'est pas une fois que le produit est vide, mais un déchet, pour moi, c'est un truc qui finit dans un champ. Un packaging qui est mis dans la poubelle jaune et recyclé n'est pas un déchet. Et je pense que ça simplifierait beaucoup les débats. Merci pour la question. Fabrice est en train d'y répondre. En plus, je suis élu, je suis élu local, excusez-moi. Je m'occupe des déchets, donc je suis membre du bureau de Moncitom des Vallées du Mont-Blanc. Je suis désolé, c'est des déchets. Je n'ai pas d'autres mots pour le donner, puisque, en fait... Alors nous, on est à port volontaire, vous savez, les Molocs. Donc on ne vient pas nous prendre nos poubelles, on va voter dans des petites cases, puis on les met dedans. À partir du moment où vous vous débarrassez de quelque chose, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas c'est un truc dont on se débarrasse parce qu'on ne veut pas le traiter nous-mêmes. Sauf que derrière, il y a des gens qui font le job, c'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui viennent me récupérer ce truc qu'on va appeler autre chose, cette fleur, cette rose fanée, voilà, et cette rose fanée, il faut que je l'amène à Moncitom, que je la trie, il y a du transport, que après on l'envoie au recyclage. Ça coûte de l'argent, ça vous coûte, vous regarderez sur votre feuille, votre taxe foncière, ça coûte un petit peu d'argent. Donc pour que ça vous coûte moins, parce que vous voulez comme moi que vos impôts diminuent, il faut en faire moins. Donc le réemploi permet d'en faire moins. Alors je sais pas, on va l'appeler autrement, mais c'est quand même juste des déchets, quoi. Voilà, alors qu'on n'appelle pas ça des ordures. Moi on m'appelle souvent le designer de l'ordure. Pas l'ordure de designer, le designer de l'ordure. Mais avec or séparé et dur en dessus. Alors si vous voulez, on peut appeler ça de l'or, parce que je pense que c'est de l'or, c'est de la matière en devenir. Donc je pense que c'est de la valeur. Et j'ai toujours dit, voilà, nos déchets ont de la valeur, c'est de l'or, on peut appeler ça de l'or, et puis dur un peu plus loin derrière. Une autre définition du déchet ? Didier ? Pas forcément une autre définition du déchet, mais dans la continuité de ce que vient de dire Fabrice, si on veut faire changer cette définition, pourquoi pas ? Dans l'absolu, pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement et se dire, pour qu'on sorte de ce schéma où on se débarrasse d'un truc qu'on ne veut pas voir, pas traiter, pas gérer, pas comprendre, même pas savoir que ça existe, vous savez, hop, par la fenêtre de la voiture, pour être dans la caricature la pire. Évidemment, on va prendre la pire caricature histoire de marquer le coup. Mais si ou chez le voisin, typiquement, ou sur la plage,
ou dans la pampa. Enfin, bref, tout ce qu'on n'accepte pas. Tout ce qu'on n'accepte pas. Mais en tout cas, pour plus avoir cet état d'esprit de dire on s'en débarrasse, il faut faire en sorte que la valeur soit dès l'origine. C'est-à-dire qu'au moment où on s'en débarrasse, au moment où individuellement on dit « je ne veux plus que ça me pourrisse la vie, je veux plus en entendre parler de ce truc. C'est quelqu'un, je ne veux plus en entendre parler, c'est plus dans ma vie », il faut qu'à ce moment-là, on se dise « je suis en train de perdre de l'argent ». C'est-à-dire que ça devienne une ressource, il faut qu'à ce moment-là, on se dise « il faut que je suis en train de perdre de l'argent ». Et dans ce cas-là, il va tous falloir qu'on se mette à la consigne et qu'on s'y mette sérieusement, les amis. Y compris, on n'avait pas encore parlé de consigne. Mais y compris pour des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui devoir être la consigne. Votre sachet de mouchoir en papier, le petit truc qu'il y a autour, va falloir le consigner. L'emballage qu'il y a autour des bouteilles, va falloir la consigner. Parce que tout ça, c'est du déchet. Et si on ne veut pas que ça soit du déchet, il faut lui donner de la valeur pour pas qu'on s'en débarrasse. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on n'est même pas capable de recycler un quart des plastiques d'emballage qu'on produit. Pas parce qu'on ne saurait pas faire. Techniquement, je pense qu'on saurait à peu près faire. Fabrice pourra très bien le démontrer. Mais simplement parce qu'on s'en fout, on les met n'importe où, on ne trie pas comme il faut, il n'y a pas les collectes forcément organisées correctement partout aujourd'hui encore. Voilà, il y a tout un tas de systèmes aujourd'hui qui fait qu'on n'est même pas foutu dans un pays qui se veut à peu près développé et civilisé de traiter plus du quart. Et encore le quart, quand on parle avec les gens de Citeo pour la faire pas très longtemps, ils disent le quart, le chiffre, peut-être, pas sûr, ça se trouve, on est en dessous. Voilà, il faut être un peu raisonnable. Donc moi, j'entends tout à fait ce que vous dites, mais le chemin qui nous emmène à dire à tout le monde, quand vous ferez vos courses, vous mettrez sur la table 30 balles de plus parce que tout ce que vous avez qui aujourd'hui prend le statut de déchet parce que vous voulez vous en débarrasser, vous récupérez le pognon quand vous l'aurez ramené. Ben, c'est pas gagné. Hein. Madame avait une question, je pense. Je m'approche. Bonjour, Janine du Secret Naturel. On est fabricant de produits cosmétiques biologiques. Donc on a fait un travail pour réduire déjà l'emballage au maximum, les emballages secondaires. Mais qu'en est-il de la réglementation ? Vous avez bien dit qu'on a une réglementation européenne très dense. Donc entre rien que l'INCI, nous en produit en plus biologique, on met la composition, on met les différentes phrases, les logos, le tri, on n'a plus de place. Comment on peut faire ? On peut faire bien pour l'emballage en triant, en réduisant, mais on est aussi obligé d'être respectueux de la réglementation. C'est vrai que c'est une vraie question. Là, nous, on vous a dit qu'on avait une haute exigence, qu'on respectait la réglementation, mais on est quand même en train de se rapprocher justement des pouvoirs publics, parce que nous, en fait, on a inventé le recyclage des savons en France. Ça n'existait pas. Donc, il n'y a pas de réglementation sur ce thème-là. Et pourtant, on utilise des produits qui ont déjà passé tous les contrôles, en fait. Donc, on doit refaire un dossier qui a déjà été fait avant. Bon, bien entendu, c'est une nouvelle production, etc. Mais c'est vrai qu'en plus, on est une association à but non lucratif, ça nous freine énormément. Et on aimerait pouvoir, sans justement venir, toujours en assurant, je veux dire, la sécurité du consommateur, mais certainement avec une réglementation qui peut être un peu plus assouplie par rapport à ce qu'on fait. Surtout qu'en plus, on est sur des produits solides, donc il y a peu de risques. Et c'est vrai que je pense que parfois, ça serait intéressant de pouvoir assouplir certaines choses. Voilà. Mais, donc je vous comprends, je ne sais pas quoi vous dire, mais je comprends votre problématique. Fabrice, non ? Je comprends aussi, ça revient régulièrement. On nous dit de faire des timbres-poste et d'écrire le bottin modin dessus. On peut écrire donc tout petit. C'est un petit peu compliqué. Mais cela dit, c'est aussi à ça que sert l'emballage. N'oubliez jamais que l'emballage, c'est un contrat de confiance entre vous et votre consommateur. Encore une fois, protéger l'intégrité physique et alors ou organoleptique ou chimique du produit, c'est à ça que ça sert. Donner l'information légale. S'il y a des allergènes, faut le mettre, parce que vous n'allez pas. S'il y a des produits à risque, faut le mettre. Voilà. On ne peut pas demander de protéger les gens et de pratiquer le principe de précaution et de ne pas le faire. Et plus le produit est transformé, plus il faut mettre de choses. Et puis, il faut que vos produits viennent de votre site de production dans vos différents points de vente. Donc, voilà, puis peut-être vous aussi. Oui, pour abonder, après, effectivement, il y a des partis pris à faire aussi, parce que quand on a un emballage qui est
trop petit, c'est aussi peut-être qu'on met à disposition des petites doses. Est-ce qu'on doit, nous, acteurs de la filière, travailler sur des emballages, des volumes plus importants qui pourraient aussi participer à réduire la consommation à la base de la matière emballage. Et puis, c'est aussi notre rôle, nous, par exemple, chez Cosmet, de discuter avec les autorités par rapport à ces sujets, de peut-être pousser à la dématérialisation de certaines informations. Alors, est-ce qu'on a le droit d'externaliser les informations légales, non, un QR code? À date, y a pas, on n'est pas beaucoup entendu sur ce sujet de la dématérialisation, mais on ne lâche pas les échanges. Et puis aussi des positions à prendre des marques qui peut-être doivent réduire leur zone leur zone de communication marketing au profit de la communication réglementaire. Si on veut aller dans une démarche d'éco-conception. Est-ce qu'on a une dernière question dans la salle? Il sera trop tard après, hein? Enfin bon, on les recroisera ici ou là. En conclusion... Juste pour rire, pour rire sur la dématérialisation, je trouve ça top. On montrait, la dématérialisation, c'est chouette, etc. Sauf que moi, dans mon magasin où j'achète, il n'y a pas de réseau. Je suis obligé d'aller sur le parking. Donc, je me fais gauler, quoi. Si je sors avec le parc pour non, mais je sors, vous le paierez, je verrai, mais je veux voir et tout. Non. Enfin, voilà, la dématérialisation, c'est bien s'il y a du réseau. Bon, alors en conclusion, la cosmétique de demain nous emballera-t-elle? C'était le thème qui nous a réunis. Moi, je repose la question, est-ce que la cosmétique nous emballera-t-elle, ou pourquoi ou comment nous emballera-t-elle? Si vous voulez chacun répondre en une phrase ou deux, parce qu'il est l'heure. Didier, allez. On prend dans l'ordre? Dans l'ordre. Je pense que la cosmétique de demain, elle nous emballera toujours, ça c'est sûr. Elle nous emballera avec des emballages qui auront certainement une conception évoluée par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui pour, évidemment, on l'a dit, utiliser moins de matière, mais surtout pouvoir avoir plein de vie derrière. Donc, je réinsiste là-dessus, mais des emballages qui pourront être d'abord réemployables. Et ça répond peut-être en partie à la question de madame, parce que peut-être qu'à un moment, il faudra arrêter de réduire la taille de l'emballage lui-même, mais rentrer dans un schéma où cet emballage, il est utilisé 18, 20 ou 22 fois, ce qui fait que finalement, une réduction de 15% ne sert plus à rien, puisqu'utiliser 22 fois, vous avez réduit de 95% sur la masse globale du cycle de vie du truc. Donc je pense que c'est ça surtout vers lequel il va falloir aller, de trouver la limite entre les différentes exploitations, et puis surtout où on sera sur des matières qui sont 100% recyclage à 100% et plusieurs fois. Et là, il y a encore un peu de travail. Mais c'est ça la suite, c'est pas la fin de l'emballage, c'est pas la fin de l'utilisation de l'emballage par les consommateurs, c'est un emballage dont la vie est bien prolongée, parfois au-delà de la nôtre. On a tous des objets de nos grands-parents qui ont des objets usuels du quotidien, je ne parle pas de vieux meubles ou de tableaux, mais qui ont plusieurs décennies, qui ont servi à plusieurs générations. On les a encore. L'emballage de demain, il doit être ça. Et dans sa fin de vie, il doit ouvrir la prochaine vie. Finalement, l'emballage de demain, il est comme les chats, il a 9 vies. Mathilde, la cosmétique de demain nous emballera-t-elle? Oui, tout à fait, et tout en gardant à l'esprit que pour pérenniser justement l'activité de la cosmétique, il faudra faire évoluer les pratiques pour s'assurer de la disponibilité de nos ressources. Pauline, même question. Pour moi, forcément, la cosmétique de demain, elle sera solidaire. Et Fabrice, en conclusion, avec... Moi, la cosmétique de demain, je veux dire, en cosmétique, on travaille énormément les emballages, il faut que ça soit esthétique, attractif et tout. Et je n'ai jamais compris, luxueux des fois, je n'ai jamais compris ce qu'il y avait de glamour dans le fait de jeter un emballage. Jamais compris le décalage entre je fais des beaux emballages et je les jette. N'oubliez jamais que quand on jette un emballage, on jette la marque. Vous travaillez vos marques, vous laissez les consommateurs les jeter. Donc je pense que la cosmétique qui m'emballera demain, c'est effectivement une cosmétique avec des emballages réemployables qui me permettront de garder un lien entre le produit, ma marque et le moment où je vais l'acheter, et de ne pas rompre ce lien par un geste complètement débile qui est de jeter
Alors, ce ne sera pas un déchet, on a dit que ça serait de l'or, mais quand même, jeter de l'or, c'est ballot. Merci. Donc, on va terminer là-dessus. Fabrice Pelletier, info, promo, la révolution de l'emballage. J'avais pas prévu de faire de la promo, j'étais venu... Bon, je vais faire de la promo alors. Voilà, on a 2 minutes. Bon, je vais vous inviter à aller à l'espace réemploi. Effectivement, il y a mes bouquins avec les méthodologies dont on parlait. Si vous voulez tout savoir sur... je montre. Alors lui, c'est la méthodologie. Et là, c'est la révolution 1, les 28 tendances et 101 solutions, dont des solutions, madame, avec de l'eau potable, hein, on a bien dit. Voilà, donc vous les avez sur au village réemploi, et d'ailleurs les 2 salons ça communique avec le même badge. Je vous invite à aller voir le village réemploi pour voir que des choses sont en train de se passer et que la cosmétique de demain ira aussi au réemploi. Pauline Grumel, Unisop, à la recherche de partenaires. Oui, ce que je disais tout à l'heure, on a la recherche de partenaires, de marques de cosmétiques, vous avez des invendus, vous souhaitez nous soutenir dans notre action de donner accès à l'hygiène au plus grand nombre, et n'hésitez pas à nous contacter Unisop. Voilà. Mathilde Guyader, Cosmed, le stand est là. Il n'y a qu'à sortir de la salle, tout droit. On y arrive. Exactement, et donc Cosmed est là pour vous, à disposition, pour vous aider dans la mise sur le marché de vos produits et vous accompagner dans votre transition environnementale. Et Didier Henrietta Bruno, Day by Day, Mademoiselle Vrac, 60 enseignes en France. Oui, et puis au-delà de ça, tout un mouvement qui s'engage et où on peut engager chacun à se mettre au vrac, au réemploi sur toute sa consommation quotidienne. Il y a de quoi faire, ça a des impacts évidents, immédiats, y compris sur votre porte-monnaie, et ça, c'est pas la moindre des choses pour l'instant. Merci à tous. Moi, je vous donne rendez-vous à 17h pour les Awards, pour voir des réalisations concrètes. Merci, bon salon.